Bon matin, Vincent. Bon matin, Marie-Claude. Format improvisé. On va peut-être le garder. C'est un Ouais. format question-réponse. C'est une première. Une première. Ouais. Là, là, là. On va... C'est la tune de début. On a reçu des questions après l'infolette et le podcast de la semaine dernière. Oui, parce que chaque semaine, Ouais. le vendredi, on envoie un courriel sur une infolette qui s'appelle le courrier du vendredi, qui est sur le design actif à la maison, puis de lier en fait des idées de design actif à la maison à des actions qu'on peut faire au quotidien. Concrète. Et le thème dominant de la semaine dernière, c'était la vie au sol. Parce que c'est un peu un des fondements de notre vie active à nous. Mm-hmm. Je suis en amour avec le sol. Je veux qu'on se reconnecte avec la terre en s'assoyant, en marchant du pied. Mais il y a une question légitime qui a émergé. Et c'est, est-ce que l'humain... C'est beau, vouloir s'asseoir ça, mais est-ce que l'humain n'aurait pas perdu sa capacité à s'asseoir sans chaise? Ouais. Et juste préciser que la personne qu'on va garder anonyme... c'est un tapeur de pied professionnel. J'ai allumé en faisant les recherches sur la chaise. Donc, je veux dire à cette personne que je comprendrais ton amour de la chaise et notre but, ce ne serait pas de te dire de t'en départir parce que les parties de musique traditionnelle ne seraient assurément pas les mêmes. Non. Taper du pied assis à terre, ça doit être un petit peu plus compliqué. Mais bon, c'est plus de remettre en contexte la dominance de la chaise dans les sociétés industrialisées, comment elle est comme partout, puis on ne la questionne plus. Puis que ça peut valoir la peine de sortir un peu de la bulle dans laquelle on est en ce moment. Parce qu'on fait des recherches, c'est ça qu'on réalise, c'est qu'on est dans une bulle sociale et historique par rapport à la chaise. Mais voilà, à cette question-là, est-ce qu'on a perdu notre capacité? Je voulais comprendre aussi, est-ce que la personne parlait de perdre nos capacités? Est-ce que notre espèce, est-ce que l'homo sapiens a perdu sa capacité à s'asseoir sans chaise? Ou est-ce qu'un individu qui s'assoit, qui s'assoit longtemps avec une chaise pendant des années est inapte finalement à retourner au sol? Oui. Ou en d'autres mots, est-ce qu'on est incapable de se passer de chaise ou on perd la capacité durant notre vie? Pour toujours, dans le sens qu'on la perd et on ne peut pas la regagner. Il y a ces différentes dimensions-là qui ont comme émergé, fait qu'on va y aller une à la fois. C'était la structure d'ailleurs de l'infolette, si vous voulez vous abonner. Univers.maison/courrier. Oui. Donc, la première référence qui m'est venue en tête par rapport à cette question-là, c'était Daniel Lieberman qui a écrit le livre L'histoire du corps humain. Il y a des références qu'on a partagées dans le passé abondamment. Il y a des nouvelles découvertes qu'on a faites aussi qu'on va partager. Daniel Lieberman, on a fait une fiche sur son livre. On a fait un vidéo YouTube sur son livre. On le plug dans tellement d'affaires. Dans le fond, c'est un paléo-anthropologue et un professeur de biologie évolutive humaine à Harvard. Lui, il a étudié l'histoire du corps humain, puis pour essayer de comprendre aussi, est-ce que notre corps... Parce que le corps humain, comme pour toutes les espèces animales, en fait, ou végétales, il faut étudier un organisme dans son écosystème. Fait en essayant de comprendre c'est quoi l'histoire du corps humain, c'est toujours en contexte à notre environnement. Puis une des grosses réalisations en biologie évolutive humaine, c'est que notre corps actuel, c'est notre vieux corps. J'appelle le vieux corps. Là. On a sensiblement le même corps que nos ancêtres, chasseurs-cueilleurs. Ouais. Mais on a été comme quatre... C'est comme si on enlevait comme les 250 000 ans qui nous séparent de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Si on les prenait puis on les mettait en ville en ce moment, on a le même corps. Là. Mais eux, c'est pas leur habitat. Ça serait complètement alien pour eux. Une vie à l'intérieur constamment, entourée d'asphalte, déconnectée de la nature, en étant peu actif puis en mangeant de la bouffe de moins en moins nutritive, c'est pas humain. C'est pas le contexte de notre évolution. Fait que c'est comme... la thèse du livre, c'est ça, c'est qu'il y a une discordance entre nos besoins fondamentaux et l'habitat actuel, moderne, parce qu'il y a eu une évolution culturelle qui nous a amené plein de technologies puis qu'on a changé nos comportements. Mais cette culture-là n'est pas en adéquation avec les besoins de notre corps. Oui, puis les changements de cette culture-là ont été un peu exponentiels dans le sens où on peut comparer à 250 000 ans, mais on peut comparer à 10 000 ans. Là. Puis ce qui s'est passé en 10 000 ans, c'est fulgurant au niveau technologique. Mais ce qui est particulier, puis c'est ça que j'ai aimé de ce livre-là, moi, ça m'a permis de remettre en perspective un peu, justement, le timeline de l'humanité. Ce que Daniel Lieberman explique, c'est que notre corps est le résultat de millions d'années d'évolution. Des millions d'années. Juste ça, mon esprit n'est pas capable de concevoir. C'est quoi, un million d'années. Mais notre corps est le résultat de millions d'années d'évolution. Et de la perspective évolutive, même 10 000 ans,
même 10 000 ans là, d'agriculture puis de vie sédentaire, c'est pas suffisant pour marquer un changement drastique de notre corps. Mm-hmm. Fait que c'est ça qui est particulier. Quand on dit « Ah, mais tu sais, comme ça fait longtemps qu'on a la chaise, mettons », ben OK, on va définir c'est quoi longtemps. Parce que dans ma vie d'humain, genre, mes arrière-grands-parents, ça fait longtemps, mais dans ma vie individuelle, nos arrière-grands-parents, ça fait longtemps. Mm-hmm. Mais à l'échelle de l'humanité, c'est rien. Fait que dans le fond, c'est ça. L'Homo sapiens, c'est estimé, selon les chiffres que je vois, qu'il y a entre 150 et 300 000 ans. C'est ça, 10 000 ans d'agriculture, c'est pas grand-chose. La chaise, elle, sur cette échelle-là, elle date de quand? Bonne question. Globalement, de ce que je trouve, là, c'est au moins quelques millénaires. Des formats différents. Là. Il y en a Égypte ancienne, les Grecs puis les Romains. C'est sûr qu'on voit la vie de la perspective occidentale. Là. Fait que les Grecs, les Romains de notre bord de la planète, c'est un peu eux qui l'ont amené, de ce que je comprends. Je pense qu'il y en avait aussi des modèles en Asie. Il y a eu des modèles. Par chaise, on parle d'un item surélevé avec un dossier. Avec surélevé. Un dossier ou juste surélevé? La chaise, c'est comme surélevé et dossier. Sinon, on va appeler ça, mettons, un tabouret. Les tabourets sont quand même fréquents dans plusieurs cultures aussi. Mais s'asseoir avec un dossier, c'est que ça a des implications différentes pour le corps, puis la hauteur aussi va varier. Mais la chaise classique telle qu'on l'entend, c'est ça. Des débuts, on peut dire que ça remonte à quelques millénaires. Comment dire? S'asseoir, c'est universel, en fait. Juste préciser, s'asseoir, c'est universel. Ça fait partie de l'humain. On s'assoit, même encore les communautés chasseurs-cueilleurs d'aujourd'hui s'assoient plusieurs heures par jour, mais pas de manière continuelle, en fait. C'est interrompu fréquemment. Et justement, ils n'ont pas de dossier constamment. Fait que c'est le corps qui assume la posture puis qui se renforce en s'assoyant. C'est ça. Mais la chaise industrielle, en fait, c'est ça qui est particulier. Daniel Lieberman, j'ai écouté une vidéo de lui, puis lui, il juge que l'usage de masse, par la masse de la chaise, ne remonte qu'à la révolution industrielle. Dans son vidéo, il mentionne l'année 1859, puis il n'explique pas pourquoi, fait que je me demandais d'où ça sortait, fait que j'ai googlé « chaise 1859 » et... L'historique de recherche sur le navigateur Marc-Claude est assez drôle. Et j'ai découvert, en fait, que cette année-là, c'est que la chaise d'un designer qui s'appelle Michael Tonnet, qui est un Autrichien, il a designé la chaise numéro 14, c'est précis de même, et c'est un des premiers modèles, en fait, je pense que c'est un des premiers modèles de mobilier industriel. Là, je pense que c'est un précurseur à IKEA parce que c'était facile à produire, c'était léger à transporter. Je pense qu'il la livrait démontée même, si j'ai bien compris. Il s'est vendu des millions. Je pense qu'en 1930, là, fait 50 ans, 60 ans, il y a eu comme 30 millions d'exemplaires vendus, selon Wikipédia. C'est fou, parce que, comme tu me disais, avant ça, c'était un item plus de luxe, une chaise, qui était faite à la main par des artisans. Oui. C'était pas fait à la IKEA, mettons, à grande échelle. C'est ça qu'on oublie, c'est qu'il y a des items de notre quotidien que ça prenait du temps, puis de l'effort, puis du mouvement humain les créer. Fait qu'à partir du moment où tu es capable d'en faire une production industrielle, bien là, puis à le distribuer facilement, bien là, l'habitude va se répandre beaucoup plus rapidement. Ça, c'est quelque chose que Galen Kranz, elle a écrit un livre sur la chaise qui s'appelle The Chair. Elle parle de l'historique de la chaise, mais elle aussi, ce que j'aime dans ses réflexions, c'est pas juste une analyse pour faire l'éloge de la chaise, mais pour dire que ça a des implications sur notre corps, puis notre corps n'a pas besoin de la chaise, en fait. Pas de cette façon-là. Mais dans la première portion du livre, elle aussi, elle explique que, en fait, dans les bureaux, la chaise s'est répandue à partir des années 1900 à peu près. Avant, les gens étaient assis sur des tabourets ou étaient debout. Puis là, quand j'ai lu l'année 1900, je me suis dit, aïe, mon arrière-grand-père est né en 1900. Puis c'était un agriculteur. Fait que même lui, il n'a pas connu une vie, peut-être à l'école, mais il n'a pas connu une vie de bureau comme nous, où il était constamment assis au bureau, assis sur son divan à la maison, assis dans une auto, dans un transport. Comme, il y a ça aussi qui a changé, c'est la fréquence d'usage de la chaise qui n'est pas du tout la même. Fait que là, je me suis dit, aïe, mon ancêtre agriculteur n'a pas connu l'usage, mais c'est que moi, je connais. Fait que même son corps n'est pas habitué à la chaise. En l'espace de 100 ans, là. Ça fait pas longtemps. 120, oui. On a déjà dépassé les années 2000 de 20 ans. C'est vraiment à partir de 2000, j'ai arrêté de compter. Fait que ça m'a vraiment saisi. Je me dis, la chaise a une couple de millénaires, mais de réfléchir à dire, non, l'usage de masse date encore de moins longtemps que je m'attendais.
Fait que si 10 000 ans d'agriculture, c'est pas suffisant pour changer nos fonctions de base, je me dis, 120 ans de chaises dans notre société en Occident, c'est vraiment rien, en fait. C'est comme des poussières. C'est des poussières. On peut pas drastiquement changer la génétique en 2 générations. Non. C'est que ça. Mais c'est drôle parce que moi, quand cette question-là a été posée, mon premier réflexe, c'était d'aller dans un livre. Le premier réflexe à Vince, en fait, c'est l'observation. Je pense que tu es quelqu'un d'assez intuitif. Puis là, tu observais, puis tu as dit, si on observe les bébés, ils vont s'asseoir au sol, puis ils vont squatter de manière impeccable, ultra facilement. Oui, puis tu en parlais justement dans l'infolette, en fait, qu'on a envoyée aujourd'hui. Une vente pour une maison / courrier. Mais tu sais, notre Marc-Aurèle, notre bébé, commence à être plus actif au sol, commence même à salle des manches de marcher, puis il commence à squatter. Vraiment, puis on dirait quelqu'un qui fait de l'haltérophilie, pratiquement, son squat est juste parfait, en fait. Ouais. Donc, ouais. J'ai envoyé une de mes cousines cette semaine a gagné une compétition internationale d'haltérophilie. Puis je pense que la journée même, Marc-Aurèle a fait un squat parfait en levant comme un de ses objets. Là, Ouais. puis j'ai envoyé la photo en disant qu'elle l'inspirait. C'était vraiment beau. Genre, fait que c'est ça qui est intéressant, c'est que le squat, dans le fond, s'accroupir, c'est une position innée. Genre, ça fait partie, si vous regardez les chartes de développement moteur global d'un enfant, l'enfant va passer par s'asseoir au sol, squatter. En fait, c'est ça, c'est inné, c'est qu'on perd notre capacité à faire ça, en partie par le mobilier moderne. C'est une culture de la chaise qui est transmise de génération en génération. Puis ça, Galen Cranz en parle aussi. Cette culture-là se partage à un jeune âge parce que dès l'enfance, on va mettre les enfants dans des sièges puis dans des poussettes. Ouais. Puis ça perpétue un peu les mouvements des adultes. Exactement. Puis ce qui arrive, c'est que le fait de jamais aller très peu souvent en squat profond, de s'habituer à la chaise, ça fait que certains muscles ne sont pas travaillés, ce qui fait qu'il y a une pression sur les os qui est moins là, ce qui fait que ça change l'ossature. Donc, c'est comme ça se développe au courant des années. Plus on va utiliser la chaise, plus notre corps, en fait, va changer en fonction de ça. Mais là, la question qui suit après, c'est est-ce que c'est possible d'inverser cette chose-là? Exactement. Dans le fond, l'effet de la chaise, mais aussi de l'immobilité sur le corps, on en a parlé à un podcast avec Vincent Mandeville. Il est venu 2 fois, la deuxième fois. C'était plus spécifiquement sur aménager un bureau dynamique. Qui est ergonome, je crois. Ergonome et kinésiologue. Kinésiologue? Pardon, Vincent, on s'excuse. On n'a pas pris ça en note avant de partir à la caméra. On t'aime. Il nous a fait un programme. Il est en shape. Il est vraiment en shape. On va le dire comme ça. On a parlé un peu de l'aménagement des bureaux dynamiques. C'est que, la position qu'on adopte, il y a une expression qui dit « We shape our tools and then our tools shape us ». C'est vraiment ça. L'humain crée des objets. De sa main, il façonne son environnement, mais l'environnement, en retour, a des effets sur nous. Puis les technologies n'ont pas juste des bienfaits. Ça, c'est un des gros points de Daniel Lieberman aussi, c'est de dire que les technologies sont souvent associées au progrès, mais il y a des trade-offs constamment. Ça peut amener des bénéfices, mais ça amène aussi des inconvénients. C'est juste pas neutre ou exclusivement bénéfique. Ouais. Mais ouais, fait qu'on... La bonne nouvelle de ça, que notre environnement a un impact sur nous, c'est qu'on peut transformer notre environnement. Il y a une façon vivace de voir les choses. C'est pour ça qu'on s'intéresse beaucoup aux design actifs à la maison. C'est comment on peut adapter les habitudes des habitats pour nourrir la santé, en fait. Ouais. Pour la genèse de la santé, au lieu d'être un peu les victimes des normes ou de la culture. De l'environnement bâti. Ouais. Il y a un gros mouvement en ce moment au niveau de l'urbanisme pour dire comme la conception des villes nous rend malades, puis il faut changer comment les villes sont faites pour que les habitants, les citoyens se portent mieux, puis nous, on veut juste transposer ça à la maison. Mais, fait que à la question, une fois qu'on a été formé à la chaise, parce que réellement, ça change notre corps, est-ce qu'on peut vraiment revenir en arrière? Quand cette question-là a émergé, j'ai comme réalisé que nous on n'est pas des thérapeutes, là. On n'accompagne pas les gens dans une transition de vie. On est juste on s'appelle des éternels apprentis, puis on teste des affaires sur nous, puis on partage ce qu'on découvre. Fait que on n'a pas été nous-mêmes confrontés à, mettons, des longues périodes de transition ou des problématiques intenses physiques, par exemple. On n'avait pas de problèmes physiques
après ma barre de maux de dos, de problèmes chroniques à adresser. Fait que, j'ai comme réalisé que la transition, elle a été quand même assez smooth dans notre cas, mais je suis consciente que c'est pas le cas pour tout le monde. Elle doit être personnalisée un peu. Oui. Puis j'ai l'impression que oui, en fait, la réponse, c'est oui, c'est possible de retrouver ses capacités. C'est sûr que là, selon l'individu, ça va varier combien tu es capable d'aller rechercher puis en combien de temps. Mm-hmm. Mais c'est ça qui est fascinant des études sur l'activité physique. C'est pas comme l'alimentation. L'activité physique, si vous lisez les études, c'est pas tant controversé. Tout le monde s'entend pour dire que c'est bon. Ouais. Comme, il n'y a personne qui argumente en défaveur de l'activité physique, qui dit que c'est toxique pour le corps. Il n'y a pas de lobby de la chaise. Non, il n'y a pas de lobby. Il n'y a personne qui dit, genre, non, c'est comme réellement préférable que l'humain bouge le moins possible. Mm-hmm. Je veux dire, il y a comme un consensus que c'est bon. Puis même, je parlais avec Stéphanie Mirucha qui a étudié l'activité physique chez les femmes enceintes. Le constat, c'est ça, même pour les femmes enceintes. Ou c'est un peu la même chose pour les personnes âgées, même pour les personnes âgées. Bouger, c'est bon. Puis même si c'est un peu de mouvement, c'est déjà bon. Il n'y a comme pas de... La barre est basse. Ouais, malheureusement, dès qu'on bouge un peu, ça fait déjà du bien. Ouais. Puis, vous pouvez trouver des études qui parlent aussi de la capacité de l'humain à retrouver, à rebâtir de la masse musculaire, même à 75 ans. C'est pas... Même au niveau du cerveau, c'est ça qui est fou, là. Il y a eu une époque où on pensait que le cerveau était pas modelable, à partir d'un certain âge, qui était fixé. C'était génétique. Puis là, il y a des gens qui commencent à démontrer, à dire non, on peut encore créer des nouvelles connexions neuronales, même comme personne âgée, tu sais. Fait que juste de se rappeler ça, que le corps est apte à changer, on peut retrouver nos capacités. Puis vous allez, si vous nous suivez, là, soyez prêts à être comme inondés de personnes âgées qui sont qui retrouvent la shape. Moi, c'est ça ma plus grande inspiration. Ben, comme on le disait au dernier épisode de podcast, notre but, c'est d'être des petits vieux qui pètent le feu. Oui, exactement. On essaie de trouver ces petits vieux-là qui existent, qui pètent le feu. Puis ça nous inspire énormément parce que ça brise l'idée que vieillir, c'est dépérir. Exactement. Puis une dame qui va sûrement être dans l'infolette la semaine prochaine, c'est une Japonaise de 90 ans. C'est la plus vieille entraîneur personnelle du Japon. Mais ce qui est impressionnant, c'est pas qu'elle ait 90 ans et qu'elle fasse des cours. C'est comme super mobile, souple, flexible. Genre Adidas sponsor une vidéo avec elle. Vous pouvez la trouver, là. Vous pouvez faire une séance d'étirement avec cette dame-là. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'elle c'est pas une ancienne athlète. Elle a commencé à s'entraîner à 65 ans. Je pense son histoire, c'est qu'elle était femme au foyer. Un membre de sa famille a dit « Il me semble que tu as pris du poids. » Ça l'a affectée. Elle a décidé de se remettre en forme. Je pense à la fin de ces années 70, comment je dis ça? Je pense vers 79 ans, elle a pris un entraîneur personnel, puis après, elle a décidé de devenir entraîneur personnel à genre 85, 87 ans. Fait que c'est comme... C'est ça. Fait que là, mais le comment transitionner de la chaise à terre, vraiment concrètement, il y a aussi du contenu qui existe en ligne par rapport à ça. Une de nos références typiques, là, c'est Cathy Bowman, c'est une biomécanicienne américaine qui a une vision justement écosystémique du mouvement, qu'on a adoré. Elle parle toujours du corps humain dans son habitat. Puis elle a écrit un livre, en fait, spécifiquement sur les bureaux dynamiques, là, aménager des bureaux dynamiques. Elle a un livre là-dessus. Elle a des articles de blog. Elle a fait des épisodes de podcast sur s'asseoir au sol, l'influence de la chaise, comment transitionner. Elle a une vidéo YouTube juste sur des exercices pour faciliter s'asseoir au sol. Je ne sais pas comment ça couper. Ouais, donc, elle amène plus l'aspect thérapeutique, en fait, puis accompagnement de comment on peut faire cette transition-là. Exactement. Une fois qu'on vise quelque chose, ben comment, en fonction de notre point de départ, c'est sûr qu'il y a une transition à faire. Puis comme tu disais, nous, ça a été quand même, on est jeunes, on est en santé, fait que la transition a été quand même plutôt facile, mais c'est pas nécessairement la situation de tout le monde. Puis avantage d'aller voir justement des outils comme ça pour voir, selon votre point de départ à vous, si vous êtes intéressé. Puis je pense qu'il y a un parallèle à faire avec le monde du soulier, le mouvement de la marche pieds nus en soulier minimaliste. Je pense que la question de la transition est fondamentale parce que c'est ce qui arrivait, je pense, beaucoup, comme il y a beaucoup de contenu en ligne en ce moment. Si vous voulez suivre de Foot Collective, ils partagent énormément de contenu pour expliquer comment le soulier moule le pied puis influence notre démarche puis notre bien-être global.
Mais enlever le soulier du jour au lendemain, ça peut créer d'autres problématiques parce que notre corps, justement, a été habitué au soulier, puis il faut transitionner sans soulier. Ça peut prendre des années. Ça ne fait pas du jour au lendemain. Non, surtout chez les coureurs. Je pense qu'il y a beaucoup d'articles qui vont dire comme « Ah, je l'ai essayé, je me suis blessée, blablabla ». Mais comme, en fait, il faut replacer... C'est un peu comme replacer la chronologie de l'Homo sapiens sur une échelle réaliste. Je pense que ce genre de changement d'habitude de vie, il faut créer une chronologie, comme un timeline qui fait du sens. Puis ça sera... Si on a passé 20 ans à porter des souliers, 30 ans à porter des souliers, c'est pas après 3 semaines que ça va magiquement changer. Je pense que... Puis je pense que la patience, c'est peut-être une vertu qu'on n'a plus beaucoup socialement. Surtout en santé, le modèle d'agir par prévention, d'investir maintenant pour un bienfait plus tard, c'est quand même assez... C'est vraiment complexe. Au niveau individuel, ça peut être difficile, mais je pense qu'une des questions aussi sous-jacentes à « Ouais, mais l'humain, es-tu vraiment capable de se départir de la chaise? » Au niveau individuel, c'est une chose. Nous, notre position, c'est que c'est possible, puis on peut transitionner. Mais je pense qu'il y a une autre des questions sous-jacentes à ça, c'est « Ouais, mais collectivement, c'est pas vraiment réaliste ou possible. » Tu sais, dans le sens où, quand la question m'a été posée, je pensais beaucoup aussi au centre de personnes âgées. Une personne âgée qui est rendue à un stade où elle est fragilisée, est-ce que, genre, tu sais, il y a un peu une espèce de « non, il est trop tard ». Tu sais, ce sentiment-là d'impuissance, de dire « il est trop tard, c'est trop compliqué ». Mais je pense qu'il faut vraiment dissocier le fait qu'une solution, comment dire, c'est pas parce que c'est compliqué à implanter à grande échelle que c'est irréaliste au niveau individuel. Tu sais, dans le sens que, tu sais, ma grand-mère est décédée d'Alzheimer. On l'a vu dépérir sous nos yeux. Ma mère a travaillé 35 ans en gériatrie avec des personnes âgées. Les discussions à table, fréquemment, c'est l'état du système de santé, puis le traitement aux personnes âgées. Je suis consciente que dans le système actuel, qui est débordé et qui a un manque de ressources et justement de capacité à agir pour prévenir et non pas juste guérir dans l'immédiat, de dire on veut des petits vieux qui pètent le feu dans les CHSLD, puis il faut qu'ils s'assoient au sol. Je suis très consciente que il y a des situations où ça va être long avant que ça s'applique, là. Puis que je pense pas que culturellement, c'est sitôt qu'on va changer la culture de la chaise. Je pense pas. Non, ça va être progressif. Mais le fait que c'est complexe à implanter à grande échelle ne change pas le fait que dès maintenant, les personnes qui nous écoutent en ce moment peuvent faire quelque chose. C'est ça la chose. Dans ma tête, on dirait que c'est ça que j'essaie de départager aussi, de dire, je vais commencer, c'est ça un peu notre conseil, ça commence à la maison. On va commencer chez nous, on va voir si ça marche pour nous, on va voir les bienfaits que ça nous apporte. On va en parler, et on va essayer de convaincre d'autres gens d'essayer à la maison, puis on va voir jusqu'où ça peut se rendre. Puis là, à savoir, est-ce qu'on est capable de changer? J'ai réalisé qu'il y a des branches à cette question-là. Il y a une portion physique, qu'on vient de parler, de dire, OK, oui, effectivement, il faut transitionner. Mais il y a aussi une portion psychologique. Est-ce que, tu sais, dans le monde de l'activité physique, on parle beaucoup de la motivation. Il faut être motivé à bouger, il faut être motivé à bouger. En regardant des modèles de changement de comportement, moi, ce que j'ai réalisé, c'est qu'il y a un maillon généralement avant la motivation, et c'est le sentiment d'efficacité personnelle. La croyance, le sentiment d'efficacité personnelle, c'est pas un mot sexy, mais c'est un concept que j'adore. C'est, est-ce que je me sens apte à accomplir la chose? Est-ce que je me sens capable? Si quelqu'un, un peu comme, un exemple, c'est, moi, dans ma tête, je serai jamais assez forte pour faire un chin-up. Donc, dans ma tête, je serai jamais assez forte pour grimper un arbre. Mais ça, c'est d'accord. Vu que je me juge pas assez forte, je me sens inapte à le faire. Objectivement, de me dire c'est impossible, j'essaie même pas de le faire. Mais parce que je sais jamais, je me renforce pas puis je serai jamais capable de le faire. Mais c'est sûr que je serais capable de l'apprendre. Genre, c'est sûr que je serais capable. Fait que je pense que il y a un côté que on tombe finalement dans la perception de nos capacités. Puis ça, c'est quelque chose qui influence comment notre corps va se développer parce que ça influence les gestes qu'on va poser. Absolument. On n'investira pas dans des habitudes, dans des gestes si on pense que ça va mener à rien, en fait. Fait que d'un côté, il faut se sentir apte. Puis de l'autre côté, je pense qu'il faut croire qu'il y a des bénéfices aux gestes. Puis je peux comprendre aussi qu'il y a des gens qui
Ça, la dernière question qui a émergé avec l'infolette, puis que je pouvais pas couvrir, Vince était comme là. Marc-Claude, arrête d'écrire, là. Ouais. Raccourcis l'infolette. Parce qu'on essaie que l'infolette soit courte. Oui, qu'elle soit courte. Ouais. Fait que je veux rester là-dedans. Mais la dernière question qui restait, c'est OK, mais même si l'humain peut vivre sans chaise, pourquoi on se départirait de la chaise? Mm-hmm. Est-ce que ça vaut quelque chose de vivre au sol? Finalement, le les jeu bienfaits en vaut la chandelle. Ça, c'est l'expression qu'on se dit souvent. Fait que je pense sincèrement que si quelqu'un se sent inapte à accomplir quelque chose, il ne va pas investir les efforts nécessaires. Mais s'il ne voit pas non plus de payoff, de bénéfices, puis des fois, c'est ça qui est tough aussi, c'est que les bénéfices ne sont pas immédiats, il y a un délai avant de les savoir. Oui. Quelqu'un ne va pas non plus investir dans ce genre d'habitude-là. Fait que finalement, moi, ce que je réalise, ça revient plus à une philosophie de vie, c'est de dire, je veux investir dans des gestes qui créent un cercle vertueux dans ma vie, puis je veux me défaire des cercles vicieux. Puis, à lire Daniel Lieberman, c'est ça qui est intéressant, c'est que même dans une de ses discussions, je pense qu'il utilise carrément le mot cercle vicieux. Comme l'usage des technologies crée un cercle vicieux parce que, exemple, justement, vu qu'on... Il ne parle pas énormément de la chaise spécifiquement, lui, mais mettons, si on reste avec la chaise, vu qu'on utilise la chaise, puis qu'on s'accroupit juste à une certaine hauteur fixe, puis qu'on n'a plus à s'accroupir jusqu'au sol, bien, on perd des capacités, on perd de la mobilité, on perd de la flexibilité, on perd de la force à s'accroupir jusqu'au sol. Ouais. Puis en vieillissant, bien, moins on s'assoit au sol, moins on est apte à le faire. Puis, comme tu disais, notre corps se fragilise aussi de différentes façons. Si on perd de la masse musculaire, ça a une influence aussi sur le développement de nos os. Puis, si on tombe, bien, les chutes sont de plus en plus graves. Ça, on en parle dans l'autre épisode. C'est un peu la tragédie de quelqu'un qui perd la capacité de s'asseoir au sol ou de question d'équilibre ou de flexibilité. C'est que après ça, la chute d'une personne âgée, c'est souvent le début d'un autre déclin. D'un déclin drastique. Oui. Ouais. Puis là où c'est un cercle vicieux de technologie, c'est qu'une fois que une personne âgée, mettons, est fragilisée, puis ça, je l'ai vu avec ma grand-mère, c'est arrivé une fois, elle était rendue au lazy boy, un peu quand même haut, puis c'est arrivé une fois où mes parents sont arrivés chez elle, puis elle était tombée entre sa chaise puis sa table, puis elle n'était pas capable de se relever, tu sais. Fait que là, ils l'ont aidée à se relever. Heureusement, à cette époque-là, elle ne s'était pas faite si mal, si je me rappelle bien, mais finalement, la solution après, c'était de rajouter un coussin sur sa chaise pour qu'elle ait moins à descendre bas. Mais, tu sais, après ça, tu te rends à... On l'a montré dans d'autres épisodes par rapport à la toilette, c'est qu'il est rendu qu'il y a aussi des sièges, genre de toilettes mécaniques, genre où justement ça accueille le fessier des gens, puis ça les descend mécaniquement pour les rabaisser à la toilette parce que la personne n'est plus capable de se squatter. Puis après, tu tombes aussi dans des lits qui doivent être surélevés puis mécaniquement abaissés et montés et descendus parce que le corps n'est plus capable de faire ce mouvement-là lui-même. Fait que moi, c'est ça le genre de cercle vicieux que je vois avec l'usage de certaines technologies puis qui sont comme confirmées par les auteurs qu'on a mentionnés aujourd'hui. Fait que mon but, c'est d'investir dans les capacités de mon corps en se départissant de certains items de mobilité. Oui. Puis le faire dans plusieurs dizaines d'années, pour les capacités qu'on veut garder pendant des dizaines et des dizaines d'années encore. Puis, tu sais, à savoir est-ce que le jeu en vaut la chandelle, mais c'est que là, il y a une analyse. Puis si vous êtes vraiment, vraiment curieux, je vous invite à lire le livre sur la chaise de Galen Cran. C'est un livre quand même assez comme académique. Je pense qu'elle l'écrit en partie pour ses étudiants, là, parce qu'elle enseigne en architecture puis en design. Fait que, tu sais, c'est pas une lecture de fin de semaine, mettons. Moi, j'ai trouvé ça délectable. Il y a quelqu'un qui va peut-être les va faire « Wesh! » On n'a peut-être pas les mêmes goûts, mais en tout cas, apprends le temps d'analyser. Je veux pas juste dire pourquoi la chaise, c'est nocif, parce que je suis sûre que j'explique, comme il y a des gens qui l'expliquent vraiment mieux que moi, en fait. D'un côté, on peut expliquer c'est quoi les désavantages de la chaise, mais de l'autre, je veux aussi comme partager mon amour de la vie au sol, puis c'est pas juste une autre expérience biomécanique, comme Cathy Bowman va l'apporter, c'est que c'est une autre expérience sensorielle, c'est une autre façon de voir le monde. Puis le fait qu'on a passé de plus en plus de temps assis à terre dans notre maison, ça m'a fait réaliser que, bon, des planchers, c'est un peu
plat, c'est ennuyant, mais c'est pas très stimulant, fait qu'on investit dans nos tapis. Mais ça m'a donné envie aussi de me reconnecter à la terre dehors, d'accéder à des terrains qui sont pas juste de l'asphalte, de marcher pieds nus sur du gazon. C'est de vivre à la hauteur des enfants. T'sais, tous ces bienfaits-là, c'est des bienfaits du mouvement qui sont pas comme normalement comptabilisés dans notre vision de l'activité physique. Justement. C'est pas juste au niveau de nos capacités cardiovasculaires et musculaires. Il y a d'autres bénéfices, même non physiques et psychologiques, à mes yeux, de vivre au sol. Puis, c'est ça, c'est drôle, juste finir ça, une dernière anecdote, c'est mon frère avait fait la traversée du Canada en vélo l'été dernier, et avec sa femme et son enfant, et il faisait du camping tout le long. Puis quand il est revenu, une des premières choses qu'il m'a dit, j'ai dit, puis c'était comment? Il a dit, quand j'ai marché dans ma maison, je trouvais que les planchers n'étaient pas moelleux. Il a dit quelque chose du genre, comme quoi, le sol, de marcher toujours sur le gazon, il y a comme une espèce de sensation associée à ça qu'on ne réalise pas qu'on n'a pas dans une maison. C'est comme, en tout cas, il faut juste l'essayer. Fait que, bref, cette personne que j'allais nommer, je ne vais pas nommer, le tapeur de pied professionnel. Voilà. Voilà globalement les recherches qu'on a à ce jour. Si tu as d'autres références, si tu veux nous challenger ou si tu trouves d'autres sources, écoute, partage-les-nous. Puis j'invite aussi tout le monde qui nous écoute. N'importe quand vous avez des questions par rapport à ce qu'on parle, ce que je me dis, c'est qu'on n'a pas toutes les réponses, mais on aime vraiment faire de la recherche pour essayer des affaires. Fait que si on peut vous accompagner, vous aider dans vos réflexions, puis avoir une discussion, ça va nous faire plaisir. Allez-y, puis ça va peut-être virer en épisode. Yes. Questions-réponses. Puis, une dernière fois, si vous voulez vous abonner à l'infolette, c'est vivace.maison/courrier. Et prochain épisode, on parle de portage. Go! À tantôt!